Lors du dîner de famille, ma sœur a annoncé « Je suis la nouvelle propriétaire de cette maison ». Ensuite, elle s'est tournée vers moi, « Fais tes valises, perdante ». J'ai simplement souri. 3 mois plus tard, le jour de l'expulsion. J'ai répondu « Les serrures ont été changées. Je m'appelle Nora. J'ai 38 ans et, pendant les 15 dernières années de ma vie, j'ai été la colonne vertébrale financière de ma famille. Je n'ai pas demandé ce rôle. Il m'a été confié petit à petit jusqu'à ce que son poids écrase tous les rêves que j'avais pour moi-même. Il y a un terme en psychologie pour décrire ce qui m'est arrivé. Cela s'appelle la parentification. C'est lorsqu'un enfant ou un jeune adulte est forcé d'assumer le rôle de soignant, de pourvoyeur et d'adulte responsable pendant que les vrais parents régressent dans une dépendance impuissante. Je ne connaissais pas ce mot à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que si je ne payais pas les factures, les lumières s'éteindraient. Et si les lumières s'éteignaient, c'était d'une manière ou d'une autre de ma faute. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre la profondeur absolue de cette manipulation. À la fin de ma vingtaine, j'étais florissante. J'avais construit un studio de design graphique de toutes pièces. J'avais des clients locaux, un revenu décent et un petit bureau en centre-ville qui sentait l'encre fraîche et le café. J'en étais fier. Mais ensuite, mon père, Victor, a eu une série de problèmes médicaux. Rien qui ne menaçait sa vie, mais assez pour accumuler une petite montagne de dettes médicales. Ma mère, Sylvia, était passée maître dans l'art de jouer la victime impuissante. Elle m'appelait, sanglotant sur le fait qu'ils allaient perdre la maison, comment les agences de recouvrement appelaient jour et nuit. Alors, j'ai fait ce qu'une bonne fille est censée faire. J'ai vendu mon studio. J'ai liquidé tout ce pour quoi j'avais travaillé et je leur ai remis l'argent en espèces. Je me suis convaincu que c'était un revers temporaire. Je me suis dit que la famille passe en premier. Mais dans ma famille, cette règle ne s'appliquait qu'à moi. Ma petite sœur Stella avait 32 ans, mais elle vivait comme une adolescente avec de l'argent de poche illimité. Elle était l'enfant chéri. Pendant que je travaillais 80 heures par semaine comme designer indépendante pour payer l'hypothèque de mes parents, Stella était occupée à essayer de lancer une carrière d'influenceuse de style de vie de luxe. Elle n'a jamais contribué d'un seul centime. Quand j'en parlais, mon père me faisait immédiatement taire, me disant que Stella avait une âme sensible et avait besoin de temps pour trouver sa voie. Je suis devenu leur distributeur automatique de billets personnels. Au fil des années, j'ai configuré ma carte de crédit pour payer automatiquement leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau, leur internet et leur hypothèque mensuelle. Je gérais un compte chèque conjoint pour les fonds d'urgence de la famille, que j'approvisionnais entièrement moi-même. J'étais épuisé physiquement et mentalement. Je fonctionnais à vide, opérant sous la croyance toxique profondément enracinée que mon sacrifice financier était le seul moyen de gagner leur amour. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je payais assez de factures, ils me regarderaient enfin avec fierté. J'avais tort. Les parasites ne ressentent aucune gratitude pour l'autre qu'ils épuisent. Ils s'attendent juste à ce que le sang continue de couler. Et au moment où l'autre faiblit, les parasites deviennent vicieux. C'était la veille de Noël, le genre de nuit d'hiver amère et impitoyable du Nebraska où le vent hurle comme un animal blessé et la neige s'accumule si vite qu'elle enterre votre voiture en quelques heures. La température à l'extérieur était à un chiffre. Mais à l'intérieur de la maison de mes parents à Lincoln, la cuisine était d'une chaleur étouffante. J'étais resté debout devant la cuisinière pendant 6 heures. Mes mains étaient à vif à force d'éplucher des pommes de terre. Mon dos me faisait mal d'avoir frotté les sols plus tôt ce matin-là, et ma tête martelait. Je préparais un énorme festin de fête pour 15 personnes, y compris des parents éloignés qui ne venaient que pour manger et bavarder. Victor était assis dans son fauteuil inclinable dans le salon, la télévision hurlant un match de football. Sylvia voletait autour, réarrangeant les serviettes que j'avais déjà pliées, s'assurant que tout avait l'air parfait pour les invités. Elle adorait jouer la charmante hôtesse, s'attribuant le mérite du festin qu'elle n'avait pas levé le petit doigt pour préparer. Puis la porte d'entrée s'est ouverte à la volée, apportant une rafale d'air glacial dans le couloir. Stella est entrée. Elle portait un manteau de créateur flambant neuf qui, je le savais de source sûre, coûtait plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Elle a secoué la neige de ses cheveux, ne m'a pas adressé un seul mot de salutation et a marché directement vers l'îlot de cuisine pour picorer les apéritifs que je venais de dresser. « Est-ce que la dinde est sèche cette année, Nora ?» a demandé Stella en levant les yeux au ciel. Parce que l'année dernière,
c'était pratiquement de la poussière. Mes amis viennent plus tard, et je ne veux pas être embarrassé. Vous vous moquez de moi? Nora a cuisiné pendant 6 heures d'affilée, nettoyé les sols, payé la maison elle-même, et Stella entre en valsant avec un manteau de créateur juste pour se plaindre de la dinde. Le sentiment absolu que tout lui est dû me sidère. Comment réagiriez-vous si votre frère ou sœur agissait comme ça après que vous ayez tout payé? Parce que je lui aurais dit de la cuisiner elle-même. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Je voulais crier. Je voulais lui demander comment allait sa marque de luxe imaginaire ou quand elle prévoyait de trouver un vrai travail. Mais je connaissais les règles de la maison. Toute attaque contre Stella était traitée comme un acte de trahison par mon père. Alors, j'ai juste gardé la tête baissée et j'ai porté la lourde rôtissoire jusqu'à la table à manger. À mesure que la famille élargie arrivait, le niveau de bruit dans la maison augmentait. Il y avait des rires, le tintement des verres de vin, l'odeur de la viande rôtie et du pain. Cela ressemblait à un rassemblement de vacances parfait. Mais si vous regardiez de plus près, si vous compreniez les dynamiques comportementales en jeu, vous verriez la vérité. Je n'étais pas une fille assise pour un repas de famille. J'étais le personnel engagé. Il parlait par-dessus moi. Il ne posait pas de questions sur ma vie, mon travail ou ma relation avec mon petit ami, Miles. Il ne me parlait que lorsqu'ils avaient besoin qu'on remplisse leur verre, ou quand Victor aboyait un ordre pour avoir plus de sauce. L'air était lourd de leur arrogance. J'étais assise au bout de la table, me sentant totalement invisible dans la maison que je payais. L'épuisement total m'engourdissait, mais le pire restait à venir. Le dîner touchait à sa fin. Les assiettes ont été repoussées et Sylvia versait le reste du vin rouge cher dans le verre de Stella. Je me préparais mentalement aux 3 heures de vaisselle qui m'attendaient. C'est alors que Stella a tapé son couteau contre son verre de vin. Le tintement aigu et perçant a coupé les bavardages. La pièce est devenue silencieuse. Stella s'est levée, le visage empourpré, un sourire triomphant, presque prédateur, sur les lèvres. J'ai une annonce à faire, a déclaré Stella en regardant autour de la table, s'assurant que tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle a sorti un morceau de papier épais plié de son sac de créateur. Maman et papa m'ont offert le cadeau de Noël le plus incroyable. Nous avons finalisé les papiers ce matin. Elle a fait une pause pour faire de l'effet. Ils ont officiellement transféré l'acte de propriété de cette maison à mon nom. C'est un héritage anticipé. Je suis maintenant propriétaire. Les proches ont halté et ont commencé à applaudir. Sylvia a essuyé une fausse larme de son œil, rayonnant vers sa plus jeune fille. Victor a hoché la tête, l'air incroyablement fier. Je suis resté pétrifié. Mon cerveau luttait pour assimiler les mots. La maison. La maison dont l'hypothèque était automatiquement prélevée sur mon compte bancaire chaque mois depuis 10 ans. La maison que j'avais sauvée de la saisie. Ils étaient allés secrètement chez un avocat et l'avaient offerte à Stella. Le sourire triomphant de Stella s'est élargi alors qu'elle plantait son regard dans le mien. La pièce applaudissait encore, mais sa voix a tranché le bruit, dirigée entièrement vers moi. Alors, Nora, a dit Stella, son ton dégoulinant de venin et d'une autorité soudaine. Puisque je suis la nouvelle propriétaire de cette maison, j'ai pris quelques décisions concernant les conditions de vie. Fais tes valises, perdante. Tu as jusqu'à demain matin pour sortir toutes tes affaires de ma chambre d'amis. Je suis sans voix. Nora paie littéralement l'hypothèque qui maintient un toit au-dessus de leur tête. Ils ont secrètement transféré l'acte de propriété à l'enfant chéri qui ne travaille même pas, puis ils ont l'audace absolue d'expulser la personne qui finance toute leur vie. C'est de la méchanceté pure. Quelle est la pire chose absolue que votre famille vous ait jamais faite? Parce que ceci est un cauchemar. Les applaudissements se sont arrêtés brusquement. Un silence lourd et étouffant est tombé sur la salle à manger. Les fourchettes restaient en suspens. Les membres de la famille élargie fixaient leurs assiettes, soudainement très intéressés par les restes de sauce au canneberge. Personne n'a dit un mot. J'ai regardé mon père. J'ai attendu qu'il la réprimande, qu'il lui dise que c'était une mauvaise blague. Au lieu de cela, Victor s'est penché en avant, le visage dur et totalement dépourvu d'empathie. Tu as entendu ta sœur, a dit Victor, la voix froide et autoritaire. Tu n'es qu'un fardeau. Tu plombes toujours l'ambiance avec ton attitude misérable. Nous voulons vivre sans toi. Sors tout de suite. Un fardeau.
J'avais payé l'électricité qui gardait les lumières allumées dans cette pièce même. J'avais payé l'eau qu'ils utilisaient pour tirer la chasse d'eau de leur toilette. J'avais acheté la dinde à moitié mangée sur la table, et jeté le fardeau. J'ai tourné la tête lentement et j'ai regardé ma mère. Sylvia, la femme qui m'appelait en pleurant chaque fois qu'il manquait d'argent. Sylvia était assise là, faisant tourner le vin rouge dans son verre, et elle a souri d'un air suffisant. Un tout petit sourire en coin, cruel et satisfait. « Oh, désolé, Nora, » a murmuré ma mère, à peine audible, mais assez fort pour que je l'entende. C'est la maison de Stella maintenant. Un fardeau. Elle a payé pour la nourriture qu'il mange. Elle a payé l'électricité qui garde les lumières allumées. Et la mère sourit simplement en voyant sa fille se faire jeter à la rue dans un blizzard glacial. Cela m'a fait rire. Vraiment, mais d'une manière où j'ai envie de casser une table. Ces gens ne sont pas une famille. Ce sont des parasites. Est-ce que vous adresseriez de nouveau la parole à vos parents après ça? À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce ne fut pas une rupture bruyante et désordonnée. Ce fut une fracture nette et silencieuse. La fille désespérée et suppliante en moi est morte sur le coup. Et à sa place, une survivante froide et calculatrice s'est réveillée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis simplement levé. J'ai regardé le visage suffisant de Stella, le regard arrogant de mon père et le sourire lâche de ma mère. J'ai souri, un sourire sincère et glaçant. J'ai marché jusqu'au porte-manteau, j'ai mis mon manteau d'hiver, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti par la porte d'entrée dans la tempête de neige aveuglante sans me retourner. Le froid m'a frappé comme un coup physique au moment où j'ai quitté le porche, mais cela m'a incroyablement ancré. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage, et la neige crissait lourdement sous mes bottes. Le blizzard était à son paroxysme, les rues de Lincoln étaient enterrées sous un épais manteau blanc. Le trajet à travers la ville fut périlleux. Mes pneus glissaient sur le verglas et les essuie-glaces menaient un combat perdu d'avance contre les fortes chutes de neige. Mais à l'intérieur de la voiture, le silence était absolu. Je subissais un choc psychologique profond. Lorsque vous subissez une trahison massive de la part des personnes biologiquement programmées pour vous protéger, votre cerveau vous protège souvent en coupant les récepteurs émotionnels. Je ne pleurais pas. Je ne faisais pas d'hyperventilation. Je me sentais dangereusement calme, comme si je regardais ma propre vie se dérouler depuis une caméra montée sur le tableau de bord. Chaque lampadaire passant dans le flou de la neige ressemblait à une horloge qui fait tic-tac, faisant le compte à rebours vers ma nouvelle réalité. Je n'avais pas de maison. J'avais ma voiture, mon ordinateur portable dans le coffre, et les vêtements sur mon dos. 30 minutes plus tard, je me suis garé dans l'allée d'une petite maison chaleureusement éclairée à la périphérie de la ville. Elle appartenait à Miles, mon petit ami depuis 2 ans. Miles était un professeur d'histoire au lycée de 40 ans. Il était robuste, calme et possédait un noyau de gentillesse profond et inébranlable. Il était l'exact opposé de la famille chaotique, bruyante et manipulatrice que je venais de laisser derrière moi. J'ai frappé à sa porte d'entrée, mes mains tremblant violemment, non pas de tristesse, mais du froid glacial. Miles a ouvert la porte dans un épais pull en laine. Au moment où il m'a vu debout là, couverte de neige, regardant fixement devant moi, son visage s'est décomposé. Il n'a pas posé un barrage de questions agaçantes. Il n'a pas exigé d'explications sur le porche. Il a simplement tendu la main, a doucement attrapé mon bras, et m'a tiré hors de la tempête. Le contraste entre la maison de mes parents et le salon de Miles était saisissant. Il n'y a pas de télévision hurlante, pas de tension assez épaisse pour être coupée au couteau, juste un feu tranquille dans la cheminée, et l'odeur du thé à la cannelle. Il m'a aidé à enlever mon manteau trempé, à enrouler une lourde couverture autour de mes épaules et m'a assise sur le canapé. Il m'a apporté une tasse de thé chaud et s'est assis à côté de moi, laissant un espace respectueux. « Parle-moi quand tu seras prête », a dit Miles doucement. Il m'a fallu 1 heure pour dégeler, tant physiquement que mentalement. Quand les mots ont enfin commencé à venir, ils se sont déversés hors de moi comme un barrage rompu. Je lui ai tout raconté. Le transfert de propriété, l'annonce suffisante de Stella, mon père m'appelant un fardeau, le sourire narquois de ma mère. Je lui ai dit comment j'avais cuisiné tout le repas, payé la nourriture, et comment on m'avait jeté dans un blizzard en guise de remerciement. Pendant que je parlais, j'ai vu la mâchoire de Miles se crisper.
Ses yeux se sont assombris d'une colère silencieuse et féroce pour moi. Il n'a pas offert de positivité toxique. Il n'a pas dit « c'est ta famille ». Ils finiront par comprendre. Il a juste écouté, validant la folie absolue de ce qui venait de m'arriver. Cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé, épuisé jusqu'aux os. Mais pour la première fois en 15 ans, je ne redoutais pas de me réveiller pour les servir. Je me suis réveillé le lendemain matin alors que le soleil d'hiver se reflétait de manière aveuglante sur la neige fraîche à l'extérieur de la fenêtre. La maison était silencieuse. Miles avait laissé un mot disant qu'il était allé au magasin faire des courses et de prendre mon temps. L'engourdissement de la nuit précédente s'estompait, remplacé par une clarté vive, concentrée comme un laser. Si je devais me débrouiller entièrement seul, je devais savoir exactement ce qu'il me restait à mon nom. J'ai récupéré mon ordinateur portable dans ma voiture, je me suis assise au comptoir de la cuisine de Miles et je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. L'écran s'est chargé et la première chose que j'ai vérifiée a été mon compte d'épargne personnel. Il était d'une faiblesse terrifiante. J'avais englouti tellement d'argent dans les dépenses de mes parents que j'avais à peine construit un filet de sécurité pour moi-même. Ensuite, j'ai cliqué sur le compte chèque familial conjoint. C'était le compte que j'approvisionnais chaque mois pour couvrir les réparations d'urgence, l'épicerie et les taxes foncières de leur maison. Je le gardais bien approvisionné car mon père prétendait toujours que le toit fuyait ou que la chaudière rendait l'âme. J'ai fixé le solde sur l'écran. Il était presque vide. Mon cœur s'est mis à battre la chamade contre mes côtes. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, faisant défiler rapidement vers le bas. C'était là, il y a 2 jours. Un seul retrait massif d'exactement 10 000 $. La description du transfert indiquait simplement « fonds de démarrage de la marque de luxe de Stella ». J'ai cessé de respirer. 10 000 $. C'était mon coussin d'urgence. C'était l'argent que j'avais économisé en concevant des logos tard dans la nuit. Stella n'avait pas seulement pris la maison. Elle avait siphonné mon argent pour financer son entreprise d'influenceuse délirante. Et mes parents l'avaient laissé faire. Ils savaient qu'elle avait pris l'argent et ils m'avaient quand même jeté dans la neige. Je me suis adossé au tabouret de bar, mes mains couvrant mon visage. Mon esprit a commencé à faire les calculs. J'ai ouvert mes feuilles de calcul de dépenses annuelles remontant à plus d'une décennie. J'ai calculé les paiements hypothécaires mensuels que j'avais effectués, les factures d'eau, les factures d'électricité, les taxes foncières, les dettes médicales que j'avais réglées quand j'avais vendu mon premier studio. J'ai fait le total de chaque dollar que j'avais versé dans ce trou noir qu'était ma famille. Quand j'ai appuyé sur le bouton égal, le chiffre final sur l'écran m'a donné physiquement la nausée. 142 000 $. Bon sang. Ils n'ont pas seulement volé la maison. Ils ont siphonné son fonds d'urgence pour payer le faux style de vie d'influenceuse de Stella. 142 000 $ volés sur une décennie. Ils l'ont saigné à blanc et l'ont ensuite jeté à la seconde où ils ont pensé avoir sécurisé le pactole. Cela me rend physiquement malade. Combien de temps vous faudrait-il pour leur couper les vivres financièrement? Au cours de ma vie d'adulte, j'avais sacrifié 142 000 $ pour maintenir leur confort. J'avais renoncé à des vacances, à un vrai fonds de retraite et à ma propre entreprise, tout cela pour que Stella puisse acheter des manteaux de créateur et que mon père puisse regarder le football dans un salon bien chauffé. Je n'étais pas un membre de la famille pour eux. J'étais une ressource. J'étais un organisme hôte, et ils étaient des parasites. La trahison était si absolue, si structurellement parfaite dans sa cruauté, qu'elle a complètement éradiqué toute culpabilité persistante que j'avais à l'idée de partir. La douleur s'est évanouie, entièrement remplacée par une rage froide, calculatrice et d'un calme terrifiant. Je fixais toujours la feuille de calcul quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Miles est entré avec 2 sacs de courses. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, à l'écran lumineux de l'ordinateur portable et à la posture rigide de mes épaules, et il a immédiatement su que quelque chose avait changé. Il a posé les sacs et s'est approché, s'appuyant contre le comptoir en face de moi. « Que as-tu trouvé ?» a-t-il demandé doucement. J'ai tourné l'ordinateur portable pour qu'il puisse voir l'écran. J'ai pointé le retrait de 10 000 $ et le calcul total de 142 000 $. J'ai expliqué comment ils avaient vidé le compte conjoint juste avant d'offrir la maison à Stella. Miles a lu les chiffres, expirant un long et lent souffle. Il n'avait pas l'air choqué. Il avait l'air résigné, comme quelqu'un observant les conséquences d'un accident de voiture qu'il avait vu venir à des kilomètres.
Il a levé les yeux vers moi, le regard très sérieux. Nora, il faut que je te dise quelque chose, a commencé Miles, la voix posée et assurée. Quand j'étais à l'université, mon meilleur ami avait des parents exactement comme les tiens. Ils s'appuyaient sur lui pour tout. Ils ont utilisé ses prêts étudiants pour rembourser les dettes de leur carte de crédit. Ils l'ont manipulé pour qu'il co-signe un prêt pour une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre, puis ils ont cessé de payer. Ils l'ont blâmé quand son crédit a été ruiné. Ils continuaient à donner, pensant que cela finirait par lui valoir leur respect et leur amour. Ça n'a pas été le cas. Ils l'ont épuisé jusqu'à ce qu'il fasse une dépression nerveuse. Il n'a récupéré sa vie que le jour où il a réalisé que non est une phrase complète. Miles a fait une pause, laissant le silence remplir la cuisine. Il a tendu le bras par-dessus le comptoir et a couvert ma main tremblante avec la sienne, chaleureuse. « Tu mérites mieux, Nora », a-t-il dit fermement. « Tu as fonctionné avec l'illusion que tu pouvais acheter leur décence. Tu ne peux pas fixer tes limites dès maintenant où ils continueront à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste de toi qu'un fantôme. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Le terme psychologique pour ce que j'avais besoin de faire était une poussée d'extinction, couper complètement l'approvisionnement et surmonter la crise de colère qui s'ensuit. J'ai retiré ma main, mes doigts planant au-dessus du clavier de l'ordinateur portable. Stella possède l'acte de propriété de la maison maintenant, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure, mais gagnant en force à chaque syllabe. Elle a été très claire à ce sujet. Mais je me suis connecté au portail de ma carte de crédit. J'ai ouvert un nouvel onglet et je me suis connecté au site de la compagnie d'électricité régionale, puis à la compagnie des eaux, puis au fournisseur d'accès Internet, puis à la banque qui détenait l'hypothèque. « Mais quoi ?» a demandé Miles, regardant mon visage se transformer. « Mais » ai-je dit, un sourire lent et dangereux s'étalant sur mon visage. Mon nom est toujours sur le paiement automatique pour chaque service public de cette maison. Et les paiements de l'hypothèque sont toujours liés à ma carte de crédit. J'ai regardé l'écran. Le pouvoir était entre mes mains. Il l'avait toujours été. Il pensait pouvoir m'expulser de la maison, mais garder le cordon ombilical financier invisible attaché. Il pensait que j'étais trop faible, trop endoctriné par le devoir familial pour leur couper les vivres. Ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très dure sur l'économie comportementale. Si vous voulez l'actif, vous assumez les passifs. J'ai cliqué sur le portail de facturation de la compagnie d'électricité. D'un clic décisif, j'ai annulé le paiement automatique. Puis j'ai fait la même chose pour la facture d'eau, Internet, et enfin l'énorme prélèvement mensuel de l'hypothèque. J'ai sectionné chaque artère financière qui gardait cette maison en vie. C'était fait. Oui, couper ces artères. C'est le clic de souris le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Il voulait tellement posséder la maison. Eh bien, félicitations, Stella. Tu possèdes maintenant l'énorme hypothèque, la facture d'électricité et la facture d'eau. Tu veux jouer à la propriétaire. Tu paies les factures. À quelle vitesse pensez-vous que cette fausse influenceuse va faire faillite? L'air dans la cuisine de Miles semblait différent après ces clics. Il semblait plus léger, plus fin, plus facile à respirer. Je suis resté assise là un long moment, fixant les confirmations. Paiement automatique annulé, des messages clignotants sur l'écran de mon ordinateur portable. Chacun d'eux ressemblait à une lourde chaîne de fer que l'on me détachait des chevilles. Pendant 15 ans, ma vie avait été définie par ces factures. J'étais Nora, celle qui pourvoit. Nora le distributeur de billets, Nora celle qui ne dit jamais non. Eh bien, Nora avait disparu. La femme assise à ce comptoir était une étrangère pour la famille que je venais de quitter, et elle était beaucoup plus dangereuse. J'ai fait défiler le portail de l'hypothèque une dernière fois. Le paiement était de près de $2000 par mois. C'était $2000 de mon sang, de ma sueur et de mon sommeil perdu chaque mois pour une maison dont je n'avais plus la clé. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une habitude résiduelle d'inquiétude. Mon cerveau, conditionné par des années d'abus, essayait de murmurer, « Que vont-ils faire? Ils auront froid. Ils auront peur. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Miles. Il m'observait avec un regard constant et encourageant. Il n'a pas dit « Bon travail ». Il n'en avait pas besoin. Il a juste tendu la main et a fermé mon ordinateur portable pour moi. Les artères sont coupées, ai-je murmuré. Bien, a répondu Miles.
Maintenant, laisse-les apprendre à pomper leur propre sang. J'ai passé le reste de la journée dans un état étrange d'hyperconcentration. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. J'ai passé des heures à organiser mes fichiers de conception. Je devais construire quelque chose de nouveau. Et je devais le faire vite. Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Ma survie dépendait de mon talent. La seule chose que ma famille n'avait pas pu voler parce qu'ils n'en comprenaient même pas la valeur. J'ai rédigé 3 courriers électroniques à d'anciens clients à qui je n'avais pas parlé depuis des années, proposant mes services pour du travail de marque et de logo. J'étais combative. J'avais faim. J'étais libre. Le changement psychologique fut fascinant. Quand vous arrêtez d'être une victime, vous avez soudainement beaucoup plus d'énergie. J'ai réalisé que j'avais passé la moitié de mes capacités mentales juste à gérer l'anxiété liée aux exigences de ma famille. Maintenant que j'avais bloqué leur numéro et coupé leur argent, cette énergie était redirigée vers mon travail. Je me sentais tranchante, comme une lame qui avait enfin été affûtée après des années passées à couper de la pierre. Je n'étais pas seulement Nora Mitchell, le fardeau. J'étais Nora Mitchell, la designer. Et j'allais m'assurer que Lincoln, dans le Nebraska, connaisse ce nom pour les bonnes raisons. Les premières semaines furent un test d'endurance. Vivre avec Miles était un rêve, mais je détestais avoir l'impression de trop m'appuyer sur lui. Ma fierté était une chose épineuse. Je passais 14 heures par jour à sa table à manger. Mes yeux brûlaient à cause de la lueur de l'écran. Je présentais des projets, je dessinais et je révisais. J'ai accepté de petits travaux fastidieux, concevant des dépliants pour un pressing local, créant des menus pour un bistrot en difficulté. Chaque travail rapportait quelques centaines de dollars, et chaque dollar était comme une victoire. C'était mon argent. Pas un centime n'allait à la télévision par satellite de Victor ou aux chaussures de créateur de Stella. Je pouvais sentir mon ancien moi essayer de revenir la nuit. Je faisais des rêves sur la maison dans le blizzard, imaginant ma mère Sylvia assise dans le noir, frissonnant parce que le chauffage ne s'allumait pas. Dans les rêves, je courais en arrière avec ma carte de crédit à la main, implorant leur pardon. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Miles était toujours là pour me tendre un verre d'eau, me rappelant le sourire narquois sur le visage de ma mère alors qu'elle me regardait me faire expulser. Ne romance pas les personnes qui t'ont jeté au loup, Nora, disait-il, ils s'en fichaient que tu gèles. Pourquoi te soucies-tu qu'ils aient froid? Il avait raison. Le changement de comportement est un processus lent, une bataille constante contre d'anciennes voies neuronales. Je devais m'entraîner à arrêter de m'en soucier. Je devais apprendre que leur souffrance était une conséquence directe de leur propre choix. Ils avaient choisi de transférer l'acte de propriété à Stella. Ils avaient choisi de vider le compte conjoint. Ils avaient choisi de m'expulser. L'obscurité dans cette maison était une obscurité qu'ils avaient invitée. À la fin du premier mois, j'avais décroché mon premier gros contrat. Une entreprise en démarrage local, une société technologique axée sur les données agricoles, avait besoin d'un forfait complet d'images de marque. C'était un travail à 5 000 $. Quand j'ai signé le contrat numérique, j'ai fondu en larmes. Pas à cause de l'argent, mais parce que je l'avais gagné tout en étant un fardeau. Je n'étais pas un fardeau pour le monde. Je n'étais un fardeau que pour les personnes qui voulaient vivre à mes crochets. J'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas protégé. Ils m'avaient réprimé. Ils avaient besoin que je croie que je n'étais rien pour que je ne parte jamais. Mais j'étais parti et le monde m'accueillait à bras ouverts. La première explosion a eu lieu un mardi. J'étais au café, travaillant sur le logo de l'entreprise, quand mon téléphone a vibré sur la table. J'avais débloqué le numéro de Victor pendant 1 heure car je savais que les factures devaient être payées et je voulais entendre le moment où la réalité frapperait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le téléphone n'a pas seulement vibré, il a hurlé. C'était une rafale de messages suivis d'un appel. J'ai laissé sonner, puis un autre. Au 3e appel, j'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste attendu. Nora, que diable se passe-t-il? La voix de Victor a crépité à travers le haut-parleur si fort que la personne à la table voisine a regardé dans ma direction. Les lumières viennent de s'éteindre. Le réfrigérateur est éteint. J'ai appelé la compagnie d'électricité et ils ont dit que le compte était fermé. Rallume tout de suite. J'ai pris une longue gorgée de mon café au lait, appréciant la chaleur.
Je ne vis pas là-bas, Victor, ai-je dit, ma voix aussi plate et froide qu'une autoroute du Nebraska en janvier. Stella est la propriétaire de la maison. Les propriétaires sont responsables des services publics. Ne vous l'a-t-elle pas dit? Ne joue pas à ça avec moi, jeune fille. Il a bafouillé. Tu sais que Stella n'a pas ce genre d'argent. Elle construit une marque. Tu paies ses factures depuis 10 ans. C'est ta responsabilité. Non, ai-je répondu, et le mot a résonné comme une symphonie. C'était mon cadeau. Un cadeau que vous m'avez jeté au visage quand vous m'avez appelé un fardeau et m'avez dit de sortir. Vous vouliez vivre sans moi. Voilà à quoi ressemble la vie sans moi. C'est sombre. C'est froid. Et très bientôt, l'eau va s'arrêter de couler aussi. Monstre, a-t-il hurlé. Ta mère grelotte. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Mon propre sang m'a regardé marcher dans un blizzard et a souri narquoisement. J'ai dit, dites à Stella d'utiliser une partie des 10 000 $ qu'elle a volés sur le compte conjoint pour payer la facture. Ou peut-être qu'elle peut vendre ce manteau qu'elle a acheté. Quoi qu'il en soit, ne m'appelez plus jamais. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était l'adrénaline. C'était la sensation d'un prédateur réalisant enfin qu'il a des dents. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Stella. J'appelle la police. C'est illégal. Tu ne peux pas juste nous couper le courant. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement bloqué à nouveau. Je connaissais la loi. Je n'étais pas propriétaire. J'étais un tiers qui payait volontairement une facture. Je n'avais aucune obligation légale de la maintenir. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que payer la facture eux-mêmes. Et je savais avec une sombre satisfaction qu'ils n'avaient pas un seul centime à leur nom. Quand les attaques directes ont échoué, la campagne de dénigrement a commencé. C'est un mouvement classique pour les familles narcissiques. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils essaient de contrôler la façon dont les autres vous voient. Stella en était l'architecte principal. Elle est allée sur les réseaux sociaux, postant une photo de mes parents assis dans leur salon sombre à la lueur des bougies. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation. Certaines personnes tournent le dos à la famille quand on a le plus besoin d'elle. Il était écrit, ma sœur Nora Mitchell pense qu'elle est meilleure que nous maintenant. Elle a coupé notre électricité et notre eau au beau milieu de l'hiver, laissant nos parents âgés gelés. Honte à elle d'avoir laissé son ego détruire notre foyer. En quelques heures, les commentaires s'accumulaient. Des voisins, d'anciens amis de lycée et des parents éloignés comme notre cousin Clayton s'en mêlaient. Comment a-t-elle pu, a écrit l'un d'eux. J'ai toujours su que Nora était froide, mais c'est démoniaque, a dit un autre. Clayton, qui avait toujours été un homme amer cherchant quelqu'un à mépriser, a partagé la publication avec son propre commentaire. J'ai entendu dire qu'ils s'en sortent à peine pendant qu'elle joue les grandes designers. Certaines personnes n'ont pas d'âme. J'étais assise dans le salon de Miles, faisant défiler le vitriol, l'estomac noué. C'est une chose d'être détesté par sa famille. C'en est une autre d'être publiquement crucifié dans sa propre communauté. Pendant un instant, l'ancienne Nora voulait rédiger une longue réponse défensive. Je voulais publier les relevés bancaires montrant les 142 000 $. Je voulais parler à tout le monde des 10 000 $ volés. Mais je me suis souvenu de quelque chose que Miles m'avait dit. Ne lutte jamais avec un cochon. Vous vous salissez tous les deux et le cochon aime ça. Si je me défendais, je leur donnais ce qu'ils voulaient, mon attention, et une place dans leur cirque. J'ai réalisé que les gens qui croyaient aux mensonges de Stella n'avaient en fait aucune importance pour mon avenir. Les clients qui appréciaient mon travail ne se soucieraient pas des drames familiaux sur Internet. J'ai décidé de rester un fantôme. Je n'ai pas supprimé les identifications. Je n'ai pas répondu aux messages privés des tantes inquiètes me demandant ma version des faits. J'ai simplement désactivé les notifications. J'ai regardé Miles, qui lisait un livre à proximité. Il m'appelle un monstre, ai-je dit. Il n'a même pas levé les yeux. Un monstre, c'est juste comme ça qu'un parasite appelle un hôte qui arrête de se laisser dévorer. Tu t'en sors très bien, Nora. Je suis retourné à mon travail de conception. Chaque commentaire haineux que j'ignorais me donnait l'impression de développer un muscle supplémentaire. Je devenais immunisé contre leur arme principale, la honte.
Une fois que vous réalisez que la honte n'est qu'un outil utilisé par les petites personnes pour vous garder dans le droit chemin, elle perd son pouvoir. Je les ai laissés crier dans le vide pendant que je construisais mon empire en silence. 3 mois après Noël, j'avais enfin déménagé de la maison de Miles pour m'installer dans un petit studio lumineux en centre-ville. J'ai également loué un minuscule bureau dans un vieux bâtiment en briques. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. La plaque sur la porte indiquait les Mitchell Design Studios. J'étais fier de cette plaque. C'était comme un drapeau planté sur un nouveau continent. Mais la famille n'en avait pas fini. Un après-midi, pendant que j'installais mon deuxième moniteur, la porte de mon bureau s'est ouverte avec fracas. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. L'odeur lourde et agressive d'eau de Cologne bon marché et de tabac a rempli la pièce. C'était mon cousin Clayton. Clayton était un grand homme, le genre qui utilisait sa taille pour obtenir ce qu'il voulait parce qu'il n'avait pas l'intelligence pour le faire autrement. Il se tenait au milieu de mon petit bureau, les bras croisés sur sa poitrine, me foudroyant du regard. « Tu as beaucoup de culot, Nora. » a-t-il craché. Ouvrir un bureau chic pendant que ton père est dehors à réparer des éviers qui fuient juste pour acheter du pain. Stella m'a tout dit. Tu es une honte. Je ne me suis pas levé. Je n'ai même pas arrêté de taper au clavier. Clayton, tu t'introduis illégalement. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite et ensuite sors. Je suis ici pour te dire de régler ça. A-t-il aboyé en s'approchant de mon bureau. Tes parents sont en train de perdre cette maison. La banque a envoyé un avis. Tu vas appeler la banque. Tu vas payer les arriérés. Et tu vas t'excuser auprès de Stella pour cette publication que tu l'as forcée à retirer. J'ai fini par lever les yeux, inclinant la tête. Je ne l'ai forcé à rien retirer du tout, et je ne paie pas puisque Stella est propriétaire de la maison. Si elle ne peut pas payer l'hypothèque, c'est son problème. Pourquoi ne la paies-tu pas, Clayton? Tu as l'air tellement inquiet. Son visage est devenu d'un violet profond et colérique. Il a frappé violemment du poing sur mon bureau, faisant trembler ma tasse de café. Écoute-moi bien, petite. Tu te crois si intelligente avec ton ordinateur et tes grands discours? Tu vas faire ce qui est juste ou je vais m'assurer que personne dans cette ville ne t'embauche jamais plus. Je vais te ruiner. La porte s'est rouverte. Miles est entré en portant un sac de repas à emporter. Il a compris la situation instantanément. Miles n'est pas un grand homme, mais il possède la confiance calme et terrifiante de quelqu'un qui a passé une décennie à enseigner à des adolescents turbulents. Il a posé la nourriture et s'est interposé entre moi et Clayton. « Monsieur, je vous demande de reculer du bureau de ma fiancée, » a dit Miles, la voix basse et dangereuse. « Et qui diable êtes-vous » a ricané Clayton. « Je suis la personne qui enregistre actuellement cette conversation sur mon téléphone » a répondu Miles en brandissant son appareil. « Et je suis aussi la personne qui fera venir la police ici dans exactement 3 minutes si vous ne quittez pas ce bâtiment. C'est un lieu de travail. Vous menacez une propriétaire d'entreprise. La loi du Nebraska est très claire sur le harcèlement. Clayton, voulez-vous passer la nuit dans une cellule ou voulez-vous franchir cette porte? » Clayton a regardé le téléphone, puis Miles, puis moi. Il a réalisé qu'il était surpassé. Il a pointé un doigt vers moi une dernière fois. « Ce n'est pas fini » a-t-il sifflé, mais il a reculé et est sorti du bureau en tapant des pieds. Je me suis adossé, le cœur battant à toute vitesse. « Fiancé ?» ai-je demandé en regardant Miles. Il a souri d'un air un peu penaud. Je me suis dit que ça ajoutait un peu de poids juridique à la situation. De plus, j'avais prévu de te le demander ce soir de toute façon. Je ne m'attendais juste pas à le faire devant ce gorille. J'ai ri, la tension retombant. J'ai réalisé alors que je ne construisais pas seulement une carrière. Je construisais un réseau de soutien de personnes qui prenaient vraiment ma défense. Clayton était le dernier souffle de mon ancienne vie, et il avait été vaincu par un professeur d'histoire avec un smartphone. La dynamique du pouvoir avait basculé pour toujours. Un mois après l'incident avec Clayton, je quittais l'épicerie locale lorsqu'une silhouette a surgi de derrière un véhicule garé. C'était ma mère, Sylvia. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la veille de Noël. Elle avait l'air différente. La façade d'hôtesse soignée et gracieuse s'était effondrée. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses vêtements avaient l'air froissés.
Elle ressemblait à une femme qui ressentait enfin le poids du monde qu'elle avait contribué à créer. Nora, a-t-elle murmuré, les yeux se remplissant de larmes. S'il te plaît, juste une minute. J'ai ressenti l'ancienne attraction, l'envie biologique de réconforter ma mère. Mais ensuite je me suis souvenu de son sourire narquois à la lueur des bougies. Je me suis souvenu de son silence pendant que mon père m'appelait un fardeau. J'ai tenu bon, serrant mon sac de course. Qu'est-ce que tu veux, maman? Nous nous noyons, Nora, a-t-elle sangloté en s'approchant. La banque, ils ont envoyé un dernier avis. Nous avons 30 jours. Stella. Elle a essayé, mais elle ne comprend rien à l'argent. Le dos de Victor lâche encore. Nous allons être à la rue. S'il te plaît, paie juste les arriérés. Ce n'est que $6 000. Tu t'en sors si bien maintenant. J'ai vu ton annonce dans le journal. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Je n'ai pas vu une mère. J'ai vu un chasseur essayant d'attirer sa proie dans le piège. Tu as vu mon annonce, donc tu sais que j'ai de l'argent. C'est pour ça que tu es là. Pas parce que je te manque, pas parce que tu es désolé pour ce que tu as fait, mais parce que le distributeur de billets est enfin hors de portée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle pleuré. Nous sommes une famille. La famille ne s'abandonne pas. La famille ne jette pas sa fille dehors dans un blizzard après qu'elle a payé leurs factures pendant une décennie, ai-je répliqué. La famille ne laisse pas sa sœur voler $10 000. Tu as choisi Stella, maman. Tu lui as donné la maison. Tu lui as donné ta loyauté. Maintenant, demande-lui de vous sauver. Elle ne peut pas, a crié Sylvia, sa voix perdant sa douceur. C'est une enfant. Elle ne sait pas comment le monde fonctionne. C'est toi qui étais censé prendre soin de nous. C'était ton rôle. Et voilà. La vérité. Dans son esprit, mon seul but sur cette terre était d'être leur filet de sécurité. Je n'étais pas un être humain avec des rêves. J'étais un service public comme l'électricité ou l'eau. Et quand le service public cessait de fonctionner, ils n'étaient pas tristes pour le service. Ils étaient en colère contre le désagrément. Mon travail est terminé, ai-je dit fermement. J'ai démissionné la veille de Noël. Bonne chance, maman. J'espère que l'appartement que vous trouverez sera chaud. J'ai marché jusqu'à ma voiture, la main ferme. En m'éloignant, je l'ai vu dans mon rétroviseur, debout dans le parking, le visage déformé par un masque de rage. Elle ne pleurait plus. Elle jurait. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Il n'y avait aucun amour à sauver là-bas. Il n'y avait qu'une dette qu'ils pensaient que je leur devais pour le privilège d'être né. Je suis rentré chez moi retrouver Miles, ressentant un profond sentiment de paix. Le dernier fil avait été coupé. Les 3 mois suivants furent un tourbillon de succès et de planification stratégique. Mitchell Design Studio n'était plus seulement un petit bureau. J'avais embauché un assistant à temps partiel et je prenais des projets dans tout l'État. Mon compte bancaire augmentait, mais je ne le dépensais pas en manteau de créateur. Je le thésaurisais. J'attendais une opportunité spécifique. Je connaissais le processus de saisie immobilière dans le Nebraska. Une fois que la banque envoie le dernier avis, le compte à rebours commence vers une vente aux enchères publiques. Je gardais un œil attentif sur les annonces légales dans le journal local. Et c'était la fin mai. Vente aux enchères publiques de la propriété au 422 Maple Street, ma maison d'enfance. La maison que Stella possédait. J'ai rencontré un avocat spécialisé en droit immobilier et j'ai créé une société à responsabilité limitée appelée Northstar Holdings. Je ne voulais pas que mon nom figure nulle part sur les papiers. Je voulais être un fantôme dans la machine. Miles m'a aidé à faire des recherches sur la valeur du marché. En raison de l'entretien négligé et de la saisie imminente, l'offre de départ était incroyablement basse. Le jour de la vente aux enchères, je me suis assise au fond du tribunal avec un vêtement à capuche quelconque et des lunettes de soleil. J'ai regardé quelques promoteurs examiner les papiers. Quand les enchères ont commencé, c'était lent. J'ai attendu jusqu'à la toute dernière seconde. Le commissaire-priseur était sur le point de conclure à un prix qui était une aubaine. Une fois, 2 fois. 110 000, ai-je dit, d'une voix posée. La pièce est devenue silencieuse. Les autres enchérisseurs m'ont regardé, mais ils n'ont vu personne d'important.
Un promoteur a essayé de surenchérir, mais j'ai immédiatement contré. J'avais l'argent liquide prêt, provenant de la vente de mon premier studio des années auparavant et de mes gains récents. J'étais déterminé. Je n'achetais pas une maison. Je rachetais ma dignité. Vendue à la dame du fonds pour Nordstar Holdings. Je suis sorti de ce tribunal avec une main tremblante, tenant un morceau de papier qui prouvait que j'étais maintenant la propriétaire légale du 422 Maple Street. L'ironie était délicieuse. Ma famille m'avait expulsé de cette maison pour que Stella puisse en être propriétaire. Maintenant, parce que Stella était incompétente et mes parents avides, je la possédais à nouveau. Mais cette fois, elle était à moi légalement, financièrement et émotionnellement. Je ne suis pas allé à la maison ce jour-là. J'ai attendu. J'ai attendu que l'avis d'expulsion légale soit signifié par le bureau du shérif. Je voulais que tout soit géré dans les règles de l'art. Je voulais que la loi fasse ce que j'avais été trop gentil pour faire pendant des années. Je n'étais plus la fille. J'étais la propriétaire. Et il était temps pour les locataires de partir. Le jour est enfin arrivé. C'était un matin de juin lumineux et humide. Je me suis garé sur le trottoir de mon ancienne maison dans une voiture noire élégante. Un adjoint du shérif se tenait déjà sur le porche, tenant un porte-bloc. Dans l'allée, un vieux camion cabossé était en train d'être chargé de boîtes dépareillées. Je les ai vus. Victor était appuyé contre le camion, l'air frêle et vaincu. Sylvia était assise sur une caisse d'emballage, la tête dans les mains. Et Stella. Stella était au milieu de la pelouse en train de crier sur l'adjoint. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. J'ai l'acte de propriété, hurlait-elle en agitant un morceau de papier en l'air. Madame, la maison a été saisie il y a 3 mois, a dit l'adjoint avec la patience d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. La banque l'a vendue aux enchères. Vous n'êtes plus la propriétaire. Le nouveau propriétaire est ici pour en prendre possession. Vous avez 1 heure pour libérer les lieux. Qui, a crié Stella. Qui l'a acheté? Je vais les poursuivre en justice. Je dirai à tout le monde ce qu'ils ont fait. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché lentement dans l'allée, mes talons claquant sur le trottoir. Je ne me suis pas caché derrière des lunettes de soleil cette fois. Je voulais qu'il me voie. Je voulais qu'il voie le fardeau dont il s'était débarrassé. Le silence qui s'est abattu sur la cour fut absolu. La bouche de Stella s'est ouverte, son cri mourant dans sa gorge. Victor s'est redressé, les yeux écarquillés par un mélange de choc et d'une soudaine et répugnante étincelle d'espoir. Sylvia a levé les yeux, le visage pâle. Nora, a coassé Victor, un sourire pathétique frémissant sur ses lèvres. Nora, Dieu merci. Tu l'as acheté. Tu nous as sauvés. Je savais que tu ne pouvais pas nous laisser comme ça. Viens ici. Fais un câlin à ton vieux père. Rentrons ces boîtes à l'intérieur. Il a réellement commencé à marcher vers moi, les bras ouverts. J'ai reculé, mon visage était un masque de granit impénétrable. Arrêtez-vous juste là, Victor, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui l'a arrêté net. Je n'ai pas acheté cette maison pour vous sauver. Je l'ai achetée parce que c'est un bon investissement, et en tant que nouvelle propriétaire, je ne renouvelle pas votre résidence. Quoi, a hurlé Stella, retrouvant la voix. Tu nous mets à la porte? Ta propre famille? Non, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je ne mets pas ma famille à la porte. Je prends possession de ma propriété face à un groupe de squatteurs qui m'ont volé $10 000 et m'ont laissé geler dans un blizzard. Tu m'as dit de faire mes valises parce que tu étais la propriétaire, Stella. Eh bien, maintenant c'est moi la propriétaire. Et je te le dis, sors de ma pelouse. Boum. C'est l'action de chef ultime. Elle a laissé la banque les saisir, a acheté la maison aux enchères pour une bouchée de pain, et s'est présentée comme la nouvelle propriétaire légale juste pour les expulser de sa pelouse. L'expression sur leur visage a dû valoir de l'or. Ils ont essayé de la jeter dans la neige, et maintenant ce sont eux qui se font traîner dehors par le shérif. L'adjoint s'est avancé. Vous avez entendu la dame. 1 heure. Je les ai regardés. Je suis resté là pendant 60 minutes pendant qu'ils se dépêchaient de jeter le reste de leur vie dans ce camion. Ils ont tout essayé. Victor a essayé de me donner des ordres.
Sylvia a essayé de pleurer. Stella a essayé de me maudire. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste regardé. Quand le camion s'est enfin éloigné, laissant la maison vide et silencieuse, je me suis approché de la porte d'entrée. Un serrurier attendait déjà. En 10 minutes, les anciennes clés étaient inutiles. Je tenais les nouvelles dans ma main. J'ai regardé l'adjoint, je l'ai remercié, et je suis entré dans ma maison. Elle était vide. Elle était silencieuse. Elle était à moi. Je suis allé dans la salle à manger où ce dîner de Noël avait eu lieu. Je me suis tenu à l'endroit où on m'avait appelé un fardeau. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans l'air vide, je suis à la maison. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison de Maple Street. Je ne voulais pas vivre dans un endroit rempli de fantômes aussi toxiques. Je l'ai vendu avec un bénéfice important et j'ai utilisé l'argent pour acheter une belle ferme moderne à la périphérie de Lincoln avec suffisamment de terrain pour un jardin et un studio pour que Miles puisse travailler sur ses projets d'histoire. Ma famille s'est fondue dans le bruit de fond de la ville. J'ai entendu dire qu'ils avaient emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres au-dessus d'un bar bruyant. Stella travaillait comme serveuse, ses rêves d'être une influenceuse de luxe étaient morts et enterrés. Victor prenait toujours de petits boulots et Sylvia avait arrêté de montrer son visage à l'épicerie. Certaines personnes en ville chuchotaient encore à mon sujet. Clayton disait toujours à qui voulait l'entendre que j'étais un monstre sans cœur. Je m'en fichais. Le voyage psychologique que j'avais entrepris était achevé. J'étais passé d'un état d'enchevêtrement, où mon identité était liée à leur approbation, à un état d'individuation. Je savais qui j'étais. Je connaissais ma valeur. Et je savais que le sang ne fait pas de vous une famille. La loyauté et le respect, oui. Il y a une semaine, Miles et moi nous sommes mariés. Ce ne fut pas une grande cérémonie. Nous l'avons organisée dans les jardins en contrebas sous une canopée de chênes centenaires. Il n'y avait que 20 personnes. Les amis qui m'avaient encouragé, les clients qui m'avaient fait confiance, et la famille de Miles qui m'avait accueilli sans demander un centime. Quand j'ai descendu l'allée, je n'avais pas de père pour me donner en mariage. Je me suis donné moi-même. J'étais ma propre personne, marchant vers un homme qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour lui. Alors que nous dansions sous les guirlandes lumineuses ce soir-là, Miles s'est penché et a murmuré, « Tu l'as fait, Nora. Tu es libre. » J'ai regardé autour de moi les visages souriants, les rires et l'amour sincère qui nous entouraient. J'ai réalisé que ma vie ne s'était pas terminée cette nuit enneigée de décembre. Elle venait juste de commencer. J'avais survécu aux parasites et j'avais construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Je ne suis plus un fardeau. Je suis l'architecte de ma propre joie. Je veux vous laisser sur une dernière pensée. La famille est censée être un sanctuaire, mais pour certains d'entre nous, c'est une cage. Il est tout à fait acceptable de s'éloigner. Il est acceptable de fixer des limites qui ressemblent à des murs pour les personnes qui essaient de vous épuiser. Vous n'êtes pas un monstre d'avoir choisi votre propre survie. Vous n'êtes pas un fardeau parce que vous refusez d'être utilisé. Vous avez le droit d'être le propriétaire de votre propre vie. C'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas négocier avec des personnes toxiques. Victor, Sylvia et Stella sont la définition même des parasites financiers. Ils ont littéralement utilisé Nora comme un distributeur de billets humains pendant plus d'une décennie, lui ont soutiré 142 000 $, puis ont eu la pure méchanceté de la jeter dehors dans un blizzard glacial la veille de Noël. Le fait que la mère ait souri d'un air suffisant en voyant sa fille se faire expulser est digne d'un film d'horreur. Ils n'ont ressenti aucune gratitude pour le fait qu'elle ait sacrifié sa vingtaine, son propre studio et sa tranquillité d'esprit pour maintenir un toit au-dessus de leur tête. Mais Nora qui annule les paiements automatiques, les laisse faire défaut, puis rachète légalement la maison aux enchères juste pour les expulser, est la vengeance la plus glorieuse que j'ai jamais vue. Elle a repris son pouvoir, a construit une énorme agence de design, et les a laissés pourrir dans un appartement bon marché. Ils méritent absolument leur misère. Vous ne devez pas les économies de toute une vie aux membres de votre famille biologique, surtout quand ils vous traitent comme de la saleté.